Bonjour, bonjour à tous. On l'a presque entendu. Voilà, vous avez même le bonjour d'un petit oiseau. Bienvenue dans cette masterclass, enfin on dira plutôt une causerie aujourd'hui avec Agnès Varda. C'est une causerie assez particulière. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a quelques caméras autour de nous, moment particulier pour ce moment de radio, puisque cette causerie va être filmée. Elle va être filmée pour les besoins d'un film qu'Agnès Varda est en train de réaliser, qui s'appelle, avec Didier Rouget, qui est ici, et qui s'appelle Parlons Cinéma. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, chère Agnès, et qui va rassembler un certain nombre de rencontres, comme celle d'aujourd'hui. Alors, je vous préviens, vous allez donc être filmé. Vous avez le droit de ne pas être filmé. On ne les voit pas, c'est dommage. Mais si, il y a une belle lumière et je suis sûr que vos caméras les capteront très bien. Mais alors vous avez le droit, je disais, de ne pas être filmé. Donc si vous ne voulez pas être filmé, vous pouvez vous dissimuler le visage par tous les moyens de votre... Pendant toute la matinée. De votre imagination. En revanche, nous allons discuter pendant 1 heure avec Agnès et puis après, vous serez invité à poser des questions. J'espère qu'elle sera nombreuse, mais quand vous poserez une question, vous serez filmé. Alors, si vous choisissez de poser votre question à visage découvert, on vous demandera à la fin de venir voir Cécilia, qui est ici, qui lève la main, qui vous fera signer un petit papier qui atteste que vous êtes tout à fait d'accord pour être dans le film d'Agnès. Ben, nous, on est bien d'accord d'être là. Et on est d'accord et on est très, très, très content. Agnès, je ne sais pas si certaines personnes peut-être et qui vont nous écouter quand celle-ci sera diffusée ne vous connaissent pas totalement. Je vais peut-être quand même vous présenter un petit peu. Je ne sais pas par quoi commencer, mais peut-être par dire que comme Cadet Roussel avait 3 maisons, vous avez eu 3 vies artistiques. En tout cas, dans la première, vous étiez photographe. Vous avez accompagné de 1948 à 1960 les toutes jeunes années du Festival d'Avignon et puis du Théâtre National Populaire de Jean Vilar. Dans votre deuxième vie, vous êtes cinéaste. C'est comme ça, sans doute, qu'on vous connaît le plus. Un premier film réalisé en 1954 avec 2 comédiens du Théâtre National Populaire, et pas des moindres, Philippe Noiret et Sylvia Montfort. C'était à Sète. Ça s'appelait La Pointe Courte. Sète, c'était la région de votre enfance. Et ce film était évidemment précurseur de la nouvelle vague dans ses peu de moyens, dans la liberté que vous y affichiez et dans cette façon aussi de mêler fiction et regard documentaire de face du cinéma avec lesquels vous avez joué sans arrêt. Ensuite, côté fiction, on parlera de Cléo de 5 à 7, du bonheur, des créatures, de L'une chante, l'autre pas et évidemment Sans toi ni loi, Lion d'or à la Mostra de Venise en 1985 avec la grande, on s'en souvient, prestation de Sandrine Bonner, Jaco de Nantes, film très, très émouvant où vous rendiez hommage à Jacques Demy, à son enfance. Et puis, côté documentaire, alors là, je n'aurai pas le temps de tous les citer. Agnès, il y en a quantité, ils sont petits, ils sont grands. Il y avait Opéra Mouffe, Daguerréotype, tourné rue Daguerre, Murmure, tourné à Los Angeles, Les Glaneurs et la Glaneuse, regardez le sac qui est à votre pied, il nous rappelle les souvenirs de ce film, Les plages d'Agnès, et puis le dernier à ce jour, Visage Village, le film que vous avez co-signé avec l'artiste JR. Il y a eu aussi ce diptyque Kung Fu Master, Jane B par Agnès V, les films que vous aviez fait avec Jane Birkin, et qui représente vraiment cette frontière très très mouvante, indécise, entre fiction et documentaire chez vous, ce qui fait que l'ensemble des films pourrait prendre le titre d'un film cher à votre cœur que vous avez réalisé en 1982 qui s'appelait Documentaire, pour des films qui sont à la fois très personnels, qui sont un peu un journal intime des différents moments de votre vie, et puis très ouverts aux autres, aux rencontres, et notamment à ceux que la société a mis sur le côté ou à la marge. J'arrive enfin à votre troisième vie artistique. Elle a commencé il y a une quinzaine d'années quand Hans-Ulrich Obrist vous avez invité à la Biennale de Venise. C'était en 2003 et c'est votre vie. Et alors vous n'aimez pas le titre, le terme de plasticienne. Vous êtes une artiste visuelle, visual artist. Je ne fabrique pas du plastique. Quoi. Vous ne faites pas du plastique, évidemment. Vous montrez des patates à la Biennale de Venise. C'était Patate Utopia, avec ces patates en forme de cœur qui avaient germé, qui étaient ridées. Et vous-même, l'artiste,
au milieu de ces patates en robe patate. Et je me souviens de cette très belle robe patate qui diffusait par haut-parleur les noms de toutes les variétés de pommes de terre. De nombreuses installations depuis, à Lyon, à Gand, à la Fondation Cartier à Paris, au Crac de Sète, à Bâle, à Pékin, j'en passe beaucoup, et la Chapelle Saint-Charles à Avignon, où vous avez exposé les photos de votre première vie, comme une boucle. Alors évidemment, on n'aura pas trop d'une heure pour évoquer toutes ces questions, Agnès. Mais c'est déjà, si pendant une heure tu fais mon compliment. Maintenant, je dis plus rien. Maintenant, j'ai pu dire que des méchancetés, Agnès. On pourrait commencer peut-être par une première question. Est-ce que vous avez compris depuis bientôt 70 ans que vous faites et que vous créez des images? Pourquoi vous avez le besoin de créer ces images, Agnès Varda? C'est pas le besoin de créer des images, c'est que d'une part, je suis curieuse, j'ai les yeux curieux, et je pense que de faire une photographie, de capter quelque chose, surtout si on choisit ce qu'on veut montrer, c'est très passionnant, c'est très intéressant. J'ai été une piètre photographe parce que j'ai pas appris. J'ai regretté d'ailleurs parce que je vois toutes ces écoles formidables qu'il y a maintenant. Donc j'ai pataugé comme ça là où j'étais en apprentissage. Ils me prêtaient le labo le samedi après-midi, mais j'avais acheté des petits papiers comme ça parce qu'ils ne voulaient pas me montrer comment faire. Alors pour pas trop, j'ai acheté ces boîtes de papier qui servaient à faire les photos des familles. Et je pataugeais comme ça. Après, j'ai eu un petit labo chez moi et j'ai appris peu à peu à faire les produits, à tout ça. Donc, j'ai commencé un peu flou. J'ai choisi photographie, parce que quand je me demandais quoi faire, j'aimais bien écrire, mais je ne me voyais pas faire ça. Et j'ai vu que c'était un métier intelligent et manuel. Ça me plaisait beaucoup de développer moi-même, d'agrandir, de cadrer, de bricoler, de faire comme ça. Donc j'ai aimé le côté pratique. Et après de s'occuper de glacer les photos, après de les repiquer. Ça m'amusait autant et pas du tout sur un point de vue, est-ce que j'ai une vision comme ci, comme ça. Donc je ne suis pas, je ne vais pas me faire naïve, mais je suis rentrée dans faire les photographies par le petit côté comme ça, et peu à peu, tout en faisant effectivement la chose connue. C'est parce que Gérard Philippe est venu se joindre à la troupe de Jean Vilar au Festival d'Avignon. Ça se passe, excusez-moi, en 1951. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, mais c'est comme ça. Et la notoriété de Gérard Philippe a fait que les photographies ont été connues. Et du coup, j'ai été considérée comme une photographe. Mais déjà à ce moment-là, j'essayais de comprendre dans les pièces de théâtre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour raconter la pièce sans filmer les détails. C'est-à-dire, je faisais des photographies presque symboliques. Je me souviens que pour Macbeth, à part les photographies de scène, j'avais fait comme ça 2 profils, Maria Casares et Vilar, comme un médaillon de ces monstres parallèles comme ça. Donc je cherchais, même dans les photos de théâtre, à faire un petit peu comme il faut. Et puis surtout, je faisais pour moi ce que j'aimais, mes photos. Je me considérais comme libre de faire des photographies que j'appelais des compositions. Donc j'ai eu un début de photographe, heureusement, si j'ose dire, payé par les photographies de théâtre, et puis je faisais les miennes. Donc, comment est-ce que j'ai passé au cinéma? Ça reste un mystère. Mais oui, pourquoi à un moment la photo n'était plus ce qui vous satisfaisait? Est-ce que cette idée de passer au cinéma venait depuis longtemps? Parce qu'il me semble que quand vous avez fait votre premier film, La Pointe Courte, vous n'étiez pas particulièrement une cinéphile, vous n'y alliez pas énormément au cinéma. Qu'est-ce qui a suscité cette envie, ce besoin de passer au cinéma? Des fois, quand je ne sais pas très bien, je vais demander à l'oiseau. On l'entend, là? Oui, on l'entend. Parce que j'ai jamais vraiment pu répondre à cette question. À 25 ans, j'avais peut-être vu 7-8 films. Et je vois des étudiants que je rencontre, des jeunes gens qui ont 20 ans, 22 ans, ils ont vu 50 films, ils parlent des grands auteurs. Enfin, c'est magnifique la connaissance du cinéma, la cinéphilie qui commence très tôt. Et j'allais pas au cinéma, j'allais au théâtre et j'allais, je sais pas, je marchais dans la rue, mais donc j'avais pas vu de film. Donc je n'avais pas de modèle. Après, quand j'ai vu les films, quand Alain Resnais, qui était le monteur de mon premier film, me dit il faut aller voir des films, je disais où? Il m'a dit il y a une cinémathèque à Paris. Je ne savais même pas, avenue de Messine. Donc il m'a fait une liste
me suggérant d'aller voir 2-3 films. Et ça veut dire que le fait d'avoir été sans connaissance m'a donné du culot, je crois, puisque j'avais pas de référence. Et ce premier film culotté, qui était basé sur 2 histoires complètement différentes, les pêcheurs de la Pointe Courte et un couple qui s'expliquait dans le même lieu géographique, mais sans interférence, en passant d'une histoire à l'autre. Donc, cette liberté que je me suis donnée, en fait, je l'ai gardée après, quoi. C'est-à-dire que j'ai pensé que si on réfléchissait à un film avant, à quelle forme il pourrait avoir, ce serait intéressant. Mais le problème a toujours été l'argent. La Pointe Courte a été faite avec 2,50 francs et a rapporté 2,40 francs. C'est-à-dire que le film qui est connu, étudié et tout ça, je crois qu'en 50 ans, je sais pas, il y a plus de 50 ans, il a peut-être fait 10 000 entrées, mais il a été montré, il est étudié, tout ça. Ça me fait plaisir qu'il existe, même si on a à peine payé les 4 sous que ça avait coûté. Mais après, en fait, j'ai eu de la chance parce que Georges de Bourgard, qui avait fait confiance à Godard pour faire À bout de souffle, beaucoup d'argent. Donc il a dit, est-ce que vous ne connaissez pas un jeune homme de votre genre, talentueux, qui fait des films pas chers? Donc, Jean-Luc a présenté Jacques Demy de Bourgard, qui a fait Lola. Donc, ce film était très beau, et il a dit, mais vous ne connaissez pas un autre qui pourrait aussi faire des films comme ça pas chers? Et il a dit, mais j'en connais une. Il m'a présenté à Georges de Bourgard. Alors, j'ai présenté un très beau sujet qui se passait à Venise, à Sète, en couleur, ça. Et non, c'est beaucoup trop cher. Est-ce qu'il pouvait faire un tour pas cher, je me dis, il vaut mieux rester dans la même ville. Et tout d'un coup, l'idée de se concentrer sur une période serrée, je me suis dit, comme ça, il n'y a pas trop de déplacements, il n'y a pas trop de costumes, on peut changer une fois, mais pas 18. Et donc, c'est comme ça que, par contingence au départ, j'ai fait un film réduit dans la géographie. Et puis, du coup, j'ai pris ça à bras-le-corps et j'ai dit, alors, maintenant, on va être dans un temps réel. C'est intéressant. Et ça s'appelle de 5 à 7, mais en fait, ça se passe de 5h à 6h30. J'avais choisi le titre un peu coquin pour essayer d'attirer les gens, peut-être. Et en fait, c'est un sujet assez sérieux. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a vu Cléo de 5 à 7? Oh oui, beaucoup. Alors, vous savez de quoi il s'agit. Et ce qui m'intéressait, c'est justement d'essayer de raconter l'émotion de la peur qui saisit cette femme parce qu'on attend les résultats d'un examen, qu'elle a peur du cancer, que tout le monde a peur du cancer, mais qu'à cette époque, il y a une espèce de... ça est devenu une espèce de psychose générale. Hein. Le cancer était comme un démon. Et alors... Je crois même que Georges de Bourgard ne voulait pas qu'on cite le mot dans le film. Alors, il dit, ça porte malheur. Mais je dis, il faut bien qu'on sache de quoi on parle. Alors, il m'a permis de le dire une fois. Alors, quand elle rencontre le soldat dans le parc Montsouris, près de la petite cascade, il dit, vous avez peur de quoi? D'abord, elle dit qu'elle a peur de tout, mais elle dit le cancer, je crois. Donc, j'avais autorisation de ça. Mais on comprend bien qu'ils vont essayer de rencontrer le docteur pour avoir les résultats de cet examen. Donc, cette chose un peu fine, sentimentale, la peur, les sentiments, je voulais qu'elle soit enclose, si je peux dire, dans une structure extrêmement raide, qui est de respecter le temps exact. Il y a d'ailleurs des projections où il commence à 5 heures. Et il vérifie si à 5h30 dans le film, c'est juste. Parce que véritablement, c'est à 2 secondes près, ça passe vraiment le vrai temps qu'il faut. Quand elle fait le trajet en taxi, de la rue de Rivoli à Vavin, c'est le vrai trajet. Et donc, cette contrainte, et puis l'autre contrainte, c'était le temps. Le temps pour ne pas se tromper de longueur de scène, pour que quand on regarde une montre à Vavin, ce soit la vraie montre. Et donc, je voulais, dans ces grandes difficultés, que quand même, je me rappelle, j'avais dit, c'est comme un métronome, comme ça, et un violon. Je voulais mettre en même temps cette rigueur et cette douceur d'émotion. La peur, c'est en même temps doux, elle rentre là-dedans. Et alors, comme j'ai toujours eu derrière moi le désir d'être chanteuse, c'était quelque chose. C'est si je m'étais imaginée, dans la vie rêvée, je suis chanteuse. Un peu tard pour m'y mettre, mais
Donc j'en ai fait une chanteuse, j'ai écrit les paroles, et Michel Legrand, qui joue lui-même d'ailleurs le musicien, a fait cette musique. Et alors, je voulais vraiment... C'est très important. Ah, attendez, il se passe quelque chose côté son. On m'entend pas. Attendez, je me demande s'il n'y a pas eu un... Ah, vous m'entendez là? Alors on a un souci. Ça fait tout ce que je viens de dire, c'était perdu. Non, 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 c'est juste... on s'est arrêté à Michel Legrand qui était dans le film. Ah ben voilà. Agnès, vous avez cassé la console. Consolez-moi, réparez-la. On est en train de la redémarrer. Et là, on m'entend pas. Non. On va devoir s'arrêter 2 minutes, le temps qu'on Dès qu'elle nous sonne, je vacille. mets l'oiseau. Dès que ça marche. Écoute-moi. Vous l'entendez, l'oiseau? Il s'arrêtera quand il y aura quelque chose qui marche. Mais là, vous l'entendez un peu? Ah mais moi j'entends très bien, mais alors... Prête-moi ton micro. Non? Toujours pas? Non, c'est en train de... Petit oiseau. Arrête-toi un peu, là, arrête-toi. Là. Sois calme, là. C'est bien. Alors, c'est là que je devrais chanter au fond. Bah, normalement, voilà. Si vous voulez bien chanter, Agnès. Alors, ça y est, c'est pas revenu. Allô, allô? Toujours pas. Non, 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 ni le mien, ni le vôtre. Allô, est-ce que là vous m'entendez mieux? Voilà, c'est reparti. Et là aussi. Et là aussi. Donc j'étais en train de dire que la chanteuse, d'abord, c'était très formidable parce que Corinne Marchand, cette magnifique femme qui incarne Cléo, la beauté même, était vraiment chanteuse. Donc, contrairement à pas mal de films d'ailleurs, c'est elle qui chante en vrai. Et puis il y avait quelque chose de très important pour moi, c'est en fait de considérer que le choc d'avoir peur va lui faire... va secouer sa tête. Et donc, le film est construit en 2 morceaux. Première 45 minutes, deuxième 40. Exactement au milieu du film, elle chante sa chanson. Parce que toute la première partie, elle est définie comme regardée par les autres. Regardée par sa gouvernante, par la dame qui la reconnaît dans la marchande de chapeaux. Elle a un disque, enfin... On sent, ces musiciens arrivent, ils se foutent d'elle, mais elle est regardée, son amant passe. Bon. Et elle se vit comme regardée, décrite par les autres. Et après cette chanson, elle sort. Et là, c'est elle qui regarde. Et toute la seconde partie du film, elle regarde. Et même, elle passe de quelque chose d'un peu une rêverie de beauté à quelque chose de très trivial, parce que dans la rue, elle voit un type qui avale des grenouilles et qui les recrache pour gagner sa vie. C'est-à-dire, on passe tout à fait à la réalité de la vie. Elle se rend compte qu'on n'écoute pas ses disques. Elle se met à regarder avec curiosité et même affection les gens. Elle va rencontrer sa copine, elle va rencontrer un soldat. Donc, ce moment du film est important. Et moi, j'ai proposé... Alors, vous savez, je suis un petit peu... Tu le sais que je suis déçue. Parce que d'habitude, dans ces causeries, elles sont illustrées. Et quand je fais comme ça, clac, à part l'oiseau, on voit des images. Et là, on nous a dit que c'était que le son. Et moi, comme on est à la radio, on va imaginer les images. Oui, mais c'est des vraies personnes et vrais nous. On aurait pu avoir mais même les vraies personnes, images. Même les vraies personnes ont de l'imagination, Agnès. Non, mais je veux dire que, comme ils sont vraiment là, on aurait pu avoir vraiment les images. Mais bon, on les a pas. On les a pas. Alors, on va faire... On l'écoute? On va un morceau de Cléo, pas toute la chanson, mais une partie de la chanson, et comment elle réagit, comment... Vous allez voir comment elle se fâche, en quelque sorte. Sans toi, belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver.
sans toi, sans toi, sans toi. C'est trop. Je ne peux plus. Ah, c'est affreux. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est fatiguée. Et puis vous savez, le mot cafard est maléfique. C'est comme le mot corde. Un mot, ce n'est rien, encore que la rime. Mais c'est une belle chanson, je vous assure. Avec ce cri d'amour, vous allez révolutionner le monde de la chanson. Vraiment? Mais qu'est-ce que c'est qu'une chanson? Combien de temps dure-t-elle? Allez, caprice. Caprice, caprice. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Mais c'est vous qui faites de moi une capricieuse. Tantôt je suis une idiote, une incapable, une poupée de son. Maintenant, je vais faire une révolution avec des mots macabres. Mais c'est ça vos chansons de charme? C'est avec ça que je vais faire un succès? J'ai réussi comme un enterrement avec beaucoup de monde. Vous vous servez de mes nerfs, vous m'exploitez. Allez-vous-en. Non, c'est moi qui pars. Quand je vais vous servir à boire, la séance est finie. Mais c'est vrai que le fait qu'elle comprenne justement qu'elle a été utilisée comme une belle poupée parce qu'elle est belle, et tout d'un coup elle est furieuse. Alors, elle arrache sa perruque, elle part, elle met une petite robe noire, elle sort. Bon, il y a un vrai changement de coup d'œil sur elle et d'elle qui comme. Alors moi j'ai beaucoup aimé quand même que dans les films ce soit la structure du film qui pour moi me donne l'envie de traiter ça dans tous les films. C'est toi qui as parlé le jour de Saint-Ouen-Illois, qui est quand même que les gens ont aimé et que Sandrine était extraordinaire, mais c'était quand même construit avec 13 travelling qui allaient tous de droite à gauche et qui s'accordaient, qui s'accrochaient virtuellement. Donc, je trouve que penser à un film, c'est penser à la forme qu'il a. Et c'est la forme qui va produire presque de la narration par moment. Oui. Ça précède pas, mais c'est en même temps. C'est-à-dire, c'est quand j'ai envie que le film ait une certaine forme ou une forme lâche, comme dans certains documentaires. Mais je pense que c'est comme ça que j'ai viré ma cutie et que je me suis mis à faire des installations. Parce que je pouvais gagner l'espace, puisque, bon, un écran, c'est magnifique, mais c'est tout plat, et qu'avec une installation, on pouvait gagner l'espace et on pouvait proposer d'autres approches. Mais bon, peut-être pas encore parti à ma troisième vie, là. On va y arriver à cette troisième vie, mais ça veut dire que vous pensez que les films se pensaient en termes d'espace aussi, dès le départ. Pour vous, vous tournez toujours en extérieur, vous n'êtes pas une cinéaste de studio, et le lieu dans lequel vous allez tourner, on en parlera après pour les installations, produit aussi quelque chose pour le film, j'imagine. Je sais pas, parce que là, je me suis placée un petit peu, excuse-moi. Ça me permet de prendre ma respiration. Mais est-ce que, parce que j'ai fait d'autres films, ils étaient, par exemple, Jacques Audin s'était fait avec 3 films en quelque sorte. L'enfance de Jacques, racontée telle que par lui, en blanc et noir, comme dans les années 40. Il y avait une réflexion sur les origines de son inspiration, des scènes de son enfance dont il se souvenait avec couleur et qui avaient littéralement suscité des scènes précises de ses films. Et puis il y avait le 3e film, Jacques est encore vivant, et on peut filmer ses yeux, ses mains. Bon, donc je pense que même les films dont tu dis qu'ils sont émouvants, j'essaie qu'ils soient construits, même s'ils sont des fois ils ont l'air de briques et de broc, mais c'est pas tout à fait. Après Cléo de 5 à 7, il y a eu votre premier film en couleur, Le Bonheur. Est-ce que vos films se pensent les uns par rapport aux autres? Est-ce que quand vous faites un film, c'est en réaction à un film précédent pour prolonger quelque chose, ou c'est vraiment au fil de votre vie et de votre inspiration qu'arrivent les films? J'ai pas du tout prévu une carrière, ni un plan de carrière. Ni, j'avais rencontré un metteur en scène, je ne vais pas le nommer, mais il dit, l'année prochaine, je fais ça, dans 2 ans, j'adapte ça, et dans 4 ans, j'ai rendez-vous avec telle actrice. Ça m'a paniqué pour lui, l'idée qu'il était planifié. J'avoue que j'ai jamais, je peux presque dire, j'ai jamais pensé à un autre film avant que celui-là soit fini. Et j'ai la chance que les choses se présentent et suscitent ce qu'on pourrait appeler l'inspiration. Sinon, je suis jamais assise devant ma table avec un papier blanc en disant, bon, un film sur quoi? D'abord, le papier blanc, comme ça, c'est pas vraiment ce que j'aime. Et donc,
j'ai eu la chance que les choses soient arrivées. Comme j'ai fait les glaneurs, parce que j'étais là un jour dans un café, j'ai vu des gens qui ramassaient à la fin du marché, vers 2h moins le quart. J'étais à Edgar Quinet. Ça m'a impressionné. Je me suis dit, tiens, le mot glaneur, on l'emploie plus. Je commence à dire, qu'est-ce qu'on glane? Alors je suis partie à la campagne. Il y a quand même une préparation documentée. Oui, je me documente sur ce dont je veux parler. Ça a mis au moins 3-4 mois. Même pour Saint-Ouen-d'Illois, j'avais traîné dans les gares la nuit, j'avais été dans des asiles. Il faut quand même... Et c'est quand on parle de gens, ou d'un groupe de gens, on essaye de savoir. Donc, effectivement, même pour Cléo, j'avais été dans les salles d'attente des endroits comme Curie et tout ça. Donc, mais après, ça arrive un peu tout doucement, et puis tout d'un coup, l'envie de faire le film se construit. Et comment le faire? Comment construire cette maison-là? C'est comme des petites cabanes, c'est comme des maisons. Pour un film comme Les Créatures, par exemple, qui est un film assez peu connu de vous, il y a pourtant Catherine Deneuve dans le film, Michel Piccoli. C'est un film muet. Le film n'avait pas. Il n'est pas muet, elle est muette. Enfin, elle est muette, oui, mais enfin, ça joue avec l'absence. Non, la chose que j'aime pas beaucoup ce film, mais il y a un moment. Pourquoi? Parce que Michel Piccoli parle avec un cheval et le cheval lui répond « J'ai bien aimé ça ». Et après, il parle avec un lapin parce que, comme il comprend qu'elle est enceinte, il pense que les lapins s'y connaissent en ça. Donc. Je crois qu'il n'est pas réussi, ce film-là. Il y a des films où j'avais un espèce de projet, ça a un peu dérapé, donc je n'aime pas trop parler de celui-là. Ah oui, mais vous l'avez utilisé, ce film, on en reparlera peut-être dans les installations, mais vous en avez fait une cabane. Ah oui, mais ça, c'est parce que... Alors voilà, vous savez tous qu'on ne projette plus des films 35 mm dans les salles, que cette grande révolution a fait qu'on projette des fichiers grands comme ça, qui s'appellent DCP, et qui donnent des images très belles dans des salles. Donc, le système 35 mm a disparu. Et nous, à Ciné Tamaris, la petite société que j'ai créée en 1954, qui a été peu à peu transformée, mais qui a servi à produire, dont le dernier, que Rosalie, ma chère fille qui est là, a produit, JR et moi. Visage Village. Oui, c'est produit maison. Eh bien... Ça a commencé pourquoi, ça, dis-moi? Ça a commencé par la cabane faite avec voilà. la pellicule. Le 35 mm. Donc, nous sommes envahis et nous avons dans nos caves et nos réserves des quantités de bobines. Des belles bobines comme ça, dans des boîtes en fer. La pellicule 35. Et alors, selon quand même un principe, et de création et surtout de recyclage, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces films, puisque plus personne ne veut les projeter? Donc, j'ai utilisé la pellicule réelle des films. C'est-à-dire à peu près 3200 mètres par film, 3400 sur les... Et j'ai construit, mais peut-être vous avez vu, mais dans la Fondation Cartier, j'ai construit une cabane dont les murs et le toit sont en pellicule. La pellicule, c'est pour ça que tu parles des créatures, mais effectivement, j'ai pris celui-là parce que c'est un des moins bien, mais on a construit... Est-ce que quelqu'un a vu une cabane? 2, 3, je ne vois rien. Alors, j'en vois 2 ici. 3 au pas fond, beaucoup. 4, voilà. Alors j'en parle un petit peu à la fin des plages d'Agnès. Je montre un peu mon travail. Mais c'était satisfaisant de se dire qu'ils ne veulent plus du 35 mm, et ben moi j'en veux encore. Donc les murs, les toits, on avait quand même mis une porte en bois. Alors en Amérique, j'ai fait le film que j'avais fait à Los Angeles, Lines, Love and Lies. J'ai fait une grande cabane à Los Angeles. Et maintenant, je vais faire d'autres choses. Je trouve que c'est dommage, tout ce matériel 16 mm qui ne sert à rien. Si ça peut servir à faire des choses à voir, des choses à s'amuser, à rêver. Et vous savez, c'est très joli quand on rentre dans la cabane. Forcément, comme il y a de la lumière dehors, alors on voit, on a bien soigné, on met les têtes des acteurs à peu près à la hauteur. Donc les gens rentrent dans la cabane, ils voient Catherine Deneuve et Michel Piccoli en gros plan comme ça. Et c'est l'idée que on se joue de ça. On se joue de... C'est plus comme ça, eh bien, il y en a encore. On fait quelque chose. Je vais faire d'autres choses avec les carters, avec les bobines. Je trouve que c'est dommage que ce soit tout jeté, quoi.
Pour revenir à Ciné Tamaris, pourquoi c'était important pour vous dès le départ, puisque c'est... On se connaît depuis Oh oui, longtemps. mais pour la radio, Mais la radio, on s'en fout. la radio. Je veux dire, tu veux bien pourquoi tu me dis vous? Je veux bien tutoyer, chère Agnès, mais ça exclut l'auditeur, paraît-il. C'est d'être. On se connaît depuis on longtemps. va tous se tutoyer. Donc on se alors. dit tu. Bon. C'est un peu On se normal. l'accorde, ça fait au moins 20 D'autant ans. que moi, depuis 68, j'ai un peu tendance à dire tu à tout le monde. Alors on se dit tu, Agnès, la maison de production Ciné Tamaris, être sa propre productrice dès le début et l'avoir toujours été, et en tout cas d'avoir acheté les droits des films de Jacques Demy pour continuer à les montrer, à les soigner, à les restaurer, les tiens. Pourquoi ça a été important tout de suite que tu te sois rendu compte qu'il fallait être son propre maître? Mais parce qu'ils m'ont pas voulu. Heureusement, par exemple, Cléo de 5 à 7, Georges de Bourgard. Après, j'ai eu le bonheur chez Mac Bonnard et les créateurs. C'est-à-dire que si on a des producteurs qui nous veulent, moi j'y vais en courant. Mais la plupart du temps, après les créatures qui avaient été un flop d'ailleurs, ils ne me voulaient plus. Et quand on ne me veut pas, ben, je m'y mets quand même. L'une chante, l'autre pas. J'arrivais pas à placer ce sujet féministe, qui ça intéresse, etc. Bon. Donc moi, ça m'intéressait. Et on l'a produit à Tamaris. Ça veut dire chercher l'argent. Donc, dans ma vie, je peux dire que le quart de mon temps, j'ai fait des choses, j'ai créé des choses, j'ai travaillé. Et puis, il y a bien la moitié du temps, chercher de l'argent. Tout le temps. Partout dans les organismes qui existent. On dit quoi? Le centre du cinéma, les régions, les machins, trouver un distributeur, un vendeur, etc. Ça m'a pris énormément d'énergie. Le relais a été pris par mes enfants, Rosalie et Mathieu. Et c'est Rosalie, elle, maintenant, qui va au charbon et qui cherche l'argent. Et tant mieux, parce que comme ça, moi, j'ai ce souci en moins. C'est pas l'envie d'être madame la productrice, ça m'intéresse vraiment pas. J'aurais préféré être... Moi, j'avais même proposé au CNC qu'ils me donnent un salaire mensuel et puis que je leur produise, qu'ils me produisent un film tous les 2 ans de moyennes dépenses. Ils ne veulent pas, mais moi, ça m'aurait arrangé, ça. L'idée que dès qu'on a une idée, il faut chercher de l'argent. Les écrivains, ils n'ont pas ce problème. Hein. De travailler en équipe, qui est quand même le propre du cinéma, c'est quelque chose qui te plaît. Il y a cette ruche qui est Ciné Tamaris où les postes sont assez polyvalents de ce que j'ai observé. Mais le fait de travailler avec une équipe de cinéma, comment tu vis ça? Mais il y a 2 choses. L'équipe de cinéma, c'est le tournage. Quand on tourne, il y a vraiment l'image, le son, l'organisation, la régie, la direction de production. Ça, c'est des équipes, et ce sont des équipes momentanées. Parce qu'en fait, quand le film est fini, c'est un peu comme dans la marine de commerce. On fait le voyage, on arrive, on boit un coup, et puis on se sépare. Alors, l'équipe de base de Ciné Tamaris, on n'est pas tellement... Il y a 3 femmes et un homme, le comptable, il est sérieux. Et je veux dire que j'ai la chance d'avoir autour de moi des femmes comme je les aime, c'est-à-dire intelligentes et un peu drôles. Parce qu'on ne peut pas se prendre au sérieux, même si on gère de l'argent, quoi. Je sais pas. Je me sens très protégée, comme ça. Et je me sens très aimée aussi. C'est-à-dire que même quand mes films ne marchent pas, il y a toujours quelqu'un pour me dire que c'est bien. Non, mais il y a toujours 2, 3 personnes, 10 personnes, 50 personnes, ça suffit. Et puis dans la rue, comme ça, quelquefois, on m'arrête. Alors, ce qui me fait très plaisir. On me dit merci. On me dit pas bravo, on me dit merci. C'est très impressionnant, ça. Oh, je vous remercie beaucoup pour vos films. Peut-être qu'ils sont pas bien. Voilà. Ce qui est bien, c'est pas des compliments, c'est des gentillesses. Et alors, ça me trouble encore plus, parce que quand c'est des jeunes gens et des jeunes filles, parce qu'on avait un peu l'impression que c'est les gens de ma génération qui se souviennent, etc. Oui, il y en a beaucoup qui me parlent des vieux, ils me parlent du TNP et d'Avignon, c'est pas des blagues. Et plus on est jeune, plus ils parlent alors de ce que j'ai fait. Je crois que justement le documentaire Les Glaneurs a été bien compris par la jeune génération. Et du coup, ils ont eu la curiosité du reste, je crois. Enfin, j'en sais rien. Pour avoir fait aussi bien des... Ah, voilà, l'oiseau nous redit quelques mots. Inspire-moi un petit peu. C'est bien. Pour avoir fait aussi bien des fictions avec scénario, avec la conception de la structure dont on parlait tout à l'heure, et des documentaires où la forme est plus libre, s'invente peut-être aussi au fur et à mesure.
Qu'est-ce que tu préfères entre les tournages de la fiction et du documentaire? Est-ce qu'il y a un endroit où tu te réjouis plus? Je pense que plus j'avance, plus j'aime faire les documentaires, parce que plus les autres m'intéressent. Et certains autres. C'est évidemment, ce que tu as mentionné d'ailleurs, c'est pas des gens en valeur. C'est justement, j'ai fait un film sur des glaneurs dont personne n'écoutait, et on croyait qu'ils étaient juste des mendiants. Et j'ai fait même une installation importante sur les squatteurs, parce que c'est une population qui se met où elle peut, mais qui est chassée à coups de pied, mais qui quand même vit. Et puis, effectivement, le film que J.R. et moi, on a fait récemment, c'est quand même des gens de la campagne qu'on n'est pas habitué à vraiment... Bon, tout le monde les écoute un peu, il y a des documentaires, mais on leur a proposé, avec nous, de créer des images d'eux-mêmes. C'est-à-dire cette génération où nous sommes, où les gens font tous ces selfies, mais on leur a proposé des grandes images d'eux-mêmes, de les mettre en valeur. L'idée de mettre en valeur les gens, ça me fait plaisir. Ça me met de bonne humeur. Et puis, ça rentre aussi dans cette idée dans les installations. J'ai essayé de tu as dit, l'autre jour, on a parlé, et tu as parlé du surréalisme, qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais jeune. Ça m'a beaucoup marqué, influencé même. Et dans une des installations que j'avais faites à la Galerie Obadia, tu as remarqué... J'ai remarqué la rencontre fortuite sur une table de dissection entre un parapluie et une machine à coudre. Voilà, c'est un texte de Lautréamont. Et j'ai voulu le faire en vrai. Alors, c'était quelque chose de rigolo. On a été acheté, on ne pouvait pas louer une table de dissection. C'est spécial parce qu'il y a le jus qui s'écoule, si j'ose dire. Et puis, une machine à coudre et un parapluie. Et de faire en vrai cette imagination de M. Ducasse, ça me faisait plaisir parce que je me disais, je rends hommage, de même que j'ai fait une grande baleine sur la plage, pour les plages d'Agnès, parce que ces choses qu'on a aimées, c'était tellement virtuel. J'avais envie de les mettre en vrai comme ça. Et les installations permettent d'apporter des objets. J'ai fait par exemple une installation qui s'appelle Ping Pong Tong Camping. Non, les clic-clac là. Les tongs. Tongs. Ah, c'est ça, les tongs. Parce que ça rime, mais du coup j'ai perdu. C'est ting tong et camping. Et j'ai rendu un hommage à la matière plastique. Parce que tout le monde se plaint en disant « Oui, c'est beau, le cuir, le bois, les vraies matières. » Oui, mais les matières plastiques ont apporté une couleur dans notre civilisation. Et les boutiques où on vend des seaux, des trucs, des passoires, tout en couleur. J'ai réussi à faire une énorme installation tout en plastique avec des grandes tiges de fer dans lesquelles on avait comme ça fait rentrer des taux, je sais pas quoi, des casseroles, des machins. Ça finissait par une grande cruche en plastique. Et cette couleur violente, qu'on pourrait dire grossière, elle illumine nos vies. Et ces petites tongs à 2 €, 3 € sont souvent très colorées. J'avais fait tout un jeu. Donc, je pense que dans les installations, on peut jouer et regarder et utiliser l'observation de la vie et la réinventer. Je ne suis pas en train de dire que c'est beau le plastique, je suis en train de dire que finalement, si on met des plastiques en couleur ensemble, eh bien c'est beau. Ça fait partie de ce qui nous nourrit aussi, en même temps qu'on va voir dans des musées les autoportraits de notre ami Rembrandt. En tout cas, la liberté de faire des choses m'a permis aussi de... Alors, je vais regarder l'heure parce qu'après tu vas me gronder. Non, tout va bien. On a tout le temps. Donc, c'est-à-dire que les installations m'ont permis de parler autrement des choses. Alors, il y a une installation qui m'a beaucoup touchée, moi-même, parce qu'elle est arrivée presque toute seule. Alors, nous allions beaucoup à Noirmoutier, nous y allions toujours, d'abord avec Jacques, puis les enfants, puis la famille, puis les petits-enfants. Et j'y vais depuis que je suis veuve, je continue à y aller. Et j'ai remarqué que dans l'île de Noirmoutier, il y a beaucoup plus de veuves encore qu'ailleurs. Parce que dans les pays où il y a beaucoup de marins, beaucoup de pêcheurs, je sais pas, ils se noient, ils se cassent la tête dans le port. Enfin, il y a beaucoup de veuves. Et j'ai commencé à vouloir parler avec elles.
Et je me suis rendu compte que elle me parlait gentiment et assez franchement parce que je suis veuve et parce que j'habite là-bas. Et que c'est comme c'est comme un petit passeport. Mais j'ai aussi compris que ces conversations ne pourraient avoir lieu que presque à deux. Donc, quelquefois, j'allais toute seule avec une petite caméra. Quelquefois accompagnée de quelqu'un qui faisait le son ou qui m'aidait, enfin. Et j'ai été les voir peu à peu, chacune, tout en ayant en tête une installation. Parce que j'aime les triptyques dans les musées et j'aime aussi les polyptyques. Il y en a quelques-uns comme ça où il y a une peinture. Et puis tout autour, quelquefois, ça raconte la vie d'un saint, ou bien quand ce sont les polyptyques sur les continents, il y a toutes sortes d'images, des animaux et tout ça. Et donc, cette idée du polyptyque s'est imposée tout en allant tranquillement voir ces dames. Et là, on peut en montrer un peu. On va en écouter. On va vous le raconter un peu. C'est très difficile à raconter parce que c'est tellement beau à voir. Non, c'est sérieux. C'est parce que ça parle mieux que ce que je dis. Mais c'est pour ça que tu fais du cinéma et pas de la radio. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, on va vous le raconter un petit peu. Les Veuves de Noirmoutier. L'image centrale est un film en 35 mm. Éric Gauthier, à la caméra, a cadré le cortège des veuves au son du violon d'Amy Flamère et de la mer calme. Tout autour, sur 14 écrans, des dames de Lille, toutes veuves, qu'Agnès a filmées en tête-à-tête. Elles sont muettes, mais on peut les entendre. Chaque chaise avec des écouteurs correspond à une veuve. J'entends quelquefois des gens qui disent qu'ils parlent à leur mort et qu'ils leur répondent non, moi, non, pas ça. Ça, c'est Thérèse Cosson. Je sais pas où ils les lisent, les gens. Annie. Ça fait 13 ans qu'il est parti, mais je peux vous dire que, comme je leur dis, c'est comme si c'était hier. Hein. Surtout le soir. Hein. Ah, c'était le bon bonhomme. Jamais un mot. Il rentrait de la mer, il avait bu un coup, il se couchait, il dormait, c'était fini. Ça, c'était Fine Poutoune, 99 ans. Et puis, ma voisine. Veuve, eh ben pour moi, c'est avoir une étiquette. Moi, j'ai du mal à accepter ce mot, veuve. Oui, c'est vrai, ça. Un peu moins maintenant, mais au début, les premiers temps, je me dis, mince, je suis veuve. C'est avoir une autre identité quelque part. Et puis, Christiane Bouchereau, pêcheuse, veuve d'un pêcheur. Charles-Marie, qui s'appelait. Quand je me couchais, je couche toujours du même côté. Hein, j'ai jamais changé. Et j'ai jamais été capable de me coucher dans le milieu du lit. Je couche toujours du même côté. Et je crois qu'on est toutes pareilles. Et puis, mon amie Inès Alloro. Pour l'instant, si tu veux, la maison est encore pleine de la présence de Thierry, de son odeur, de ses... On a mangé il y a 2 jours des haricots verts qu'il avait achetés au marché. C'est encore tout récent, quoi. Je fais partie du tableau et je me tais. On va pas se taire tout de suite, Agnès. Non, mais dans cette série de toutes ces veuves, moi je ne fais pas de commentaires, mais je chante un petit peu à la fin de l'installation. Mais c'était tellement intéressant et justement, dans l'image centrale que vous n'avez pas vue là, il y avait une plage, une table, une grande table, et elle tournait autour de la table. Et je me souviens que je les ai invités, on a fait ça un dimanche, on a été les chercher en voiture, parce que certaines sont quand même assez âgées, dont Fine Poutoune quand même, et on avait préparé des petits biscuits, du café, des petits fauteuils pour les asseoir. Et je leur ai demandé d'aller vers la table et de faire le tour de la table, sans explication. Et ça m'a fascinée, parce que quand on fait rentrer les personnes qu'on filme ou qu'on approche
quand on les fait rentrer dans le projet, elles se sont mises à tourner autour de la table. Et on avait l'impression que c'était peut-être le cercueil, peut-être une table où les gens se mettaient à table, peut-être un autel d'église. Je me suis rendu compte qu'elles avaient suscité des impressions, alors qu'elles ont fait ce qu'elles ont voulu. Elles ont tourné, il y en a qui sont partis au bord de la mer, et puis elles sont parties comme ça. Elles sont ressorties de l'image, si je peux dire. Elles étaient toutes habillées normalement, sauf une. Est-ce que c'était... Non, une qui avait mis une petite coiffe de vendéenne avec son petit costume. Et c'est aussi ce qu'avec JR, on a aimé faire. C'est-à-dire que si on propose des projets aux gens, au fond, tout le monde a envie d'être un peu artiste. Et ils rentrent dans les projets, ils participent. Ce qui évidemment nous aide, mais ce qui veut dire que ce n'est pas d'un côté ceux qui font et les autres qui sont juste présents ou témoins. Moi, j'aime bien l'idée qu'ils sont complices. Et quand je parlais aux glaneurs, par exemple, je leur disais que je faisais des documentaires. Effectivement, que moi, je rentre chez moi, je me mets sous ma couette et je mange tous les jours. C'est sous-entendu que je ne suis pas avec eux à dormir par terre ou dans des tentes, à chercher l'eau au bout du terrain, mais que comme c'était mon métier, de transmettre, de faire passer la connaissance des autres et les écouter. Mais ils étaient d'accord de le faire. C'est-à-dire, c'était pas... J'ai pas eu l'impression de faire des documentaires volés, arrachés à la réalité. Quelques-uns sont très bons, hein, parfois, je suis pas en train de dire. Mais moi, j'aime bien l'idée que les gens savent qu'on les filme, ils l'acceptent, et puis ils l'oublient. C'est-à-dire, si on reste un peu longtemps, ils l'oublient. C'était comme dans Daguerreotype, les boutiques de ma rue. Je leur avais dit... mais après, on était discrets, on restait tellement longtemps que les gens rentraient, sortaient, on nous oubliait. Donc c'est le contraire de la télévision, vous savez, qui arrive, qui dit « Alors, il y a eu un feu. Alors, il y a eu un feu. » Le pompier dit « Ah oui, il y a eu un feu. » Et on demande aux voisins « Ah oui, j'ai vu les flammes. » Si c'est 2 secondes chacun, c'est pas la peine. Donc, il y a le temps qu'on passe avec les gens, comme dans l'usine, on a filmé les gens, on a passé plusieurs jours, ou bien on a vu un agriculteur, on est revenu, il nous a emmenés, on a été voir comment il travaillait. C'est-à-dire que on établit une relation avec les gens qu'on filme. Ce qui n'a aucun rapport avec les acteurs. Les acteurs, c'est la même chose, mais ils sont assez de personnalité pour apporter leur personnalité en action avec le texte et tout ça. Tandis que les vrais gens, ce que j'appelle les vrais gens, c'est extrêmement intéressant parce que comme chacun est unique et dit quelque chose de particulier, c'est à nous d'arriver, de toucher du doigt. D'ailleurs, là, regardez pour les veuves, c'était intéressant. J'avais une petite question c'était comment vous dormez dans le lit depuis que vous êtes veuve. Et c'était intéressant. Oui, là, Christiane, elle a dit « Non, je ne bouge pas, là, je ne me mets pas au milieu du lit, je reste à ma place. » Je me souviens d'une dame qui m'avait dit « Mais comme lui, il était en face d'une petite fenêtre, il voyait un arbre, alors maintenant, c'est moi qui vois l'arbre. » Vous voyez, c'est un peu revancharde. Mais la plupart du temps, elle disait « J'ai pas changé de place. » Ça m'impressionnait parce qu'elle dormait avec un absent qui était à sa place. Et ces choses-là, on les imagine pas. Enfin, ces petites questions, elle n'est pas tordue, la question, mais ça donne une idée de comment est-ce qu'ils ressentent le temps. Combien elle dit c'est surtout le soir. Ben, c'est évident, mais quand elle le dit, c'est surtout le soir. Moi, ça m'intéresse bien d'entendre ces choses. C'est pas intime, mais c'est vrai, et il faut le temps de le faire. Enfin, c'est pour ça que j'aime tant les documentaires. Et puis le documentaire laisse beaucoup de place au hasard. Vous le dites dans Visage Village, le hasard a toujours été mon meilleur assistant. Vous le recherchez, ce hasard. On est encore dans le surréalisme, dans le hasard objectif, la rencontre et le fortuit. Ah, mais c'est absolument vrai. C'est-à-dire que on est en attente. On est, je sais pas comment dire, on est ouvert au hasard. Et le hasard porte les choses. Et ça, j'en suis sûre, parce que combien de fois je me suis dit, mais quelle chance j'ai eu je sais pas, quand je tournais Cléo, je me rappelle, on s'était arrêté devant un magasin de pompes funèbres. Il est passé une femme comme ça, enceinte, avec un bouquet. Tout d'un coup, je sais pas, les choses, c'est même pas des figurants qui viennent par hasard, mais c'est qu'ils nous mettent le doigt sur quelque chose. Et avec GR, alors ça a été tout le temps. Le fait qu'il y avait des choses dont il me parlait, il voulait m'emmener quelque part, et j'y avais déjà été 50 ans avant. Et on se retrouvait dans un lieu où on avait des souvenirs
puisqu'il y avait juste 55 ans d'écart. C'est-à-dire, c'est intéressant, parce que le hasard est positif toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas des vacheries qui sont proposées. C'est des contacts dans le temps. C'est des gens qui, tout d'un coup, disent quelque chose qu'on n'attend pas. Et ça veut dire qu'il faut être prêt à ça. Quand je dis que c'est mon premier assistant, mais c'est vrai, c'est parce que je lui dis, aide-moi en quelque sorte. Et ça mène tout seul. Mais c'est aussi les contacts, les gens qu'on connaît, qui font contact avec un souvenir qu'on a. Tout d'un coup, le temps, le vent, ça peut être lié à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut faire les films dans un état de... pas du tout de médium, parce que c'est idiot de dire ça, mais de pouvoir entendre quelque chose qui n'est pas complètement logique, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas juste la parole. Il y a des choses qu'on entend au bon moment. Mais c'est ça, ce moment magique du tournage, quand même. Et l'équipe qui est autour, ils apportent ils mettent à l'aise que ça arrive. Et puis, il y a le moment magique du montage aussi, quand même. Alors voilà, on y arrive. C'est que pour organiser tous ces hasards, toutes ces rencontres, il y a le montage. Qu'est-ce qui se passe ? Comment il est fait chez vous, ce montage chez toi ? Ça y est, ça me reprend. Je suis passé dans ta salle de montage dernièrement. J'ai vu ces photos avec des petits textes en dessous qui décrivent la scène. Ça se fait comme un puzzle. Le puzzle est une des figures qu'on retrouve quasiment partout chez toi. Et le puzzle, c'est parce que toute image... Par exemple, le portrait de Bonnat dans Saint-Antoine Illois, il est fait par des gens qui l'ont vu passer et qui ont tous des points de vue et tous des points de vue différents. La bistrotte dit, elle a de la chance d'être libre. Le garagiste dit, oh, toutes ces filles sont des coucheuses. Un petit maçon qui travaillait, la pauvre petite. Et que par tous ces témoignages, ou amicaux, ou positifs, ou méchants, on reconstitue cette espèce de portrait qui n'est pas possible autrement, puisqu'elle dit très peu. On apprend très peu sur elle. Sauf quand elle rencontre Macha Merrill, qui est une platanologue qui essaye de la comprendre. Et elle lui dit 3-4 choses. Mais on est en face de la réalité qu'on ne peut pas aider les gens qui sont dans cet état-là. Donc la platanologue l'aide un jour, 2 ou 3, et puis après elle la renvoie dans les bois. Mais donc on apprend sur elle cette petite construction de portrait. Le puzzle et le montage, qui est un puzzle, parce que même si on a écrit, prévu un film dans un certain ordre, il y a le fait qu'on a besoin de sentir que les séquences s'accrochent les unes aux autres, ou par un jeu de mots, ou par un jeu d'images, ou par une émotion, ou par une couleur. C'est-à-dire que les liens, c'est comme avec les gens, hein, on a des raisons d'être approchés, on a des raisons diverses de communiquer avec l'un ou avec l'autre. Et là, il faut que les séquences communiquent, il faut surtout qu'on prenne par la main le spectateur, parce que moi, je travaille toujours en pensant qu'est-ce qu'ils peuvent penser, qu'est-ce que les jeunes femmes vont penser, qu'est-ce que les vieilles vont penser, qu'est-ce que les hommes qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'aller au cinéma, et s'ils voient ce film, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et à chaque changement, à chaque collage, et là j'ai travaillé avec un formidable monteur qui s'appelle Maxime Pozzi, mais quand même ensemble, on dit où est-ce qu'on trouve c'est même pas le lien, mais la fluidité. Et comment on peut, avec des choses éparses, puzzliques qu'on a trouvées, on a tourné avec des dockers, on a tourné avec des paysans, et puis comment on peut faire que vous, spectateurs, vous acceptiez de faire ce chemin qui, on essaye d'être un petit peu on essaye qui se corse un peu et qu'on vous lâche pas, quoi. Je me souviens d'ailleurs dans Cléo de 5 à 7, je me disais c'est un film triste quand même, sur une femme qui a peur du cancer. Vers la 3e quart, là, toujours où il y a un petit creux dans tous les films, à la fin du 3e quart, là, presque tous les films creusent un peu. Et je me suis dit, on va faire une petite distraction. Et c'est là que j'ai fait ce sketch, qu'on ne peut pas vous montrer, mais avec Jean-Luc Godard, Anna Karina, Eddie Constantine. Et qu'on voit dans Visage Village comme la preuve qu'on peut faire enlever ses lunettes de soleil à tout le monde. Je ne sais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que de mettre un petit sketch de 1 minute et demie, comme ça, elle est soi-disant une cabine de projection, donc le projectionniste lui montre ce petit truc pour la distraire, et puis elle reprend sa peur tout de suite après. Mais l'idée qu'il faut
si on a peur que les gens s'embêtent, alors on leur propose quelque chose. Je me dis toujours, est-ce qu'à ce moment-là, ils vont trouver ça trop long? Est-ce qu'il faut raccourcir? Et j'aime bien cette idée qu'il y a un dialogue virtuel avec des spectateurs qui n'existent pas encore. Je n'ai pas l'impression que je dois faire mon œuvre, ou l'œuvre à deux, comme on a fait là. Et on se dit, on fait ça pour montrer à des gens, on veut être compris, éventuellement aimé, et qu'il y ait des gens qui viennent voir le film. Alors, c'est pas pour ça qu'ils réussissent tous. On fait des fois pas autant de spectateurs qu'on voudrait, mais déjà que ceux qui viennent soient dans le film et l'aiment. Parce que, bon, on est tous un peu comme ça, on a envie d'être aimé quand même. Donc, on peut pas se cacher de ça. Même si on a l'impression qu'il y a des choses qu'on veut transmettre, des impressions qu'on veut transmettre, des compréhensions du monde actuel qui est quand même contrasté, difficile, où il y a vraiment tellement de gens qui sont rejetés. Et d'ailleurs, quand j'avais fait Les Glaneurs, j'avais été dans cette entreprise de pommes de terre avec ces espèces de filtres où on fait passer les patates pour qu'elles aient un format. Pour le calibrage de la patate. Calibrage. Et donc, on vend des patates de 5 cm sur 7. C'est celles-là qui se vendent mieux dans des petites boîtes de 3 kg ou 5 kg. Et chez ces agriculteurs, le reste, on le jette. Trop grosse, trop petite, on le jette. Alors qu'ils pourraient très bien vendre des très grosses patates de livres. Les gens auraient moins épluché. Non, c'est comme ça. On est dans le formatage. Mais ça renvoie très clairement à une société de formatage. Et c'est pour ça, les gens hors format, si j'ose dire, justement, les glaneurs, les squatteurs, les paysans, les pauvres, les pêcheurs, ces gens-là, moi je me dis, non seulement ils méritent autant notre attention que d'autres, mais ils apportent quelque chose qu'on n'entend pas toute la journée, parce que c'est toujours le même type de gens qu'on entend. Et puis depuis qu'il y a des radios, des chaînes de télévision non-stop, pour faire des nouvelles non-stop, il faut qu'ils remplissent. Alors, ils pilent avec quelqu'un qui dit la même chose que le suivant qui dit la même chose. C'est-à-dire que c'est grotesque. C'était mieux quand il y avait les nouvelles à 8h et à 13h. Bon, ils ne pouvaient pas remplir plus que 10 minutes. Ça allait. Maintenant, c'est du radotage. Mais du radotage d'autant grave que du coup, on n'écoute plus les gens. Alors que moi, j'essaye de faire tout le contraire de ça. C'est-à-dire prendre le temps pour que ces personnes-là, que vous n'auriez pas connues sans nous ou sans moi, tout d'un coup, vous parlent, vous vous dites, mais oui, c'est intéressant, ou c'est bizarre, ou c'est triste. Et ça, dans les installations, j'ai réussi à le rendre palpable, parce que j'ai fait un hommage aux patates, par exemple, ces fameuses patates en forme de cœur, qui, quand elles vieillissent, meurent pas tout à fait, parce qu'elles ont des germes, des radicelles. Eh bien, quand on montre cette installation, qui est un triptyque, on met quand même des patates par terre. Il y a 700 kilos de patates, parce qu'il y a tout d'un coup la réalité et la toute légère odeur qui fait qu'on comprend mieux des images et des idées s'il y a un petit peu de réalité. Il y a une autre installation qui s'appelle Bord de mer. On voit la mer, on voit la mer en image, en photo, puis filmée, c'est-à-dire qu'on a la fin de la photo qui est en vrai, et puis il y a du sable. C'est-à-dire que c'est toujours, tu disais, pas de frontière entre la réalité et la fiction, entre le documentaire et la fiction, justement, entre le noir et blanc et la couleur, entre le numérique et l'argentique. Toutes ces frontières-là, moi, j'essaye un petit peu de les gommer pour que la liberté de ton permette que ce soit normal, que des personnes vraies, tout d'un coup, il y a un élément de fiction, il y a un élément d'imagination qui se mélange. Parce que dans ma tête, c'est comme ça, surtout. J'arrive pas à faire je me dis pas, là, je vous parle, c'est du vrai, mais peut-être vous pensez à autre chose, je vais vous le montrer. Tout ça, c'est cette liberté de regard et la liberté de travail et la liberté de montage que j'ai gardée, donc à mes dépens, hein, parce que je trouve pas facilement de l'argent, même après tant d'années de bons et loyaux services. Je crois qu'il n'y a pas une fois qu'on a trouvé l'argent comme ça, ou un banquier ou un producteur qui a dit carte blanche. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'une des choses qui t'a fait passer aux installations, c'est aussi une envie d'échapper à la violence du marché cinématographique? Un film qui sort, il sort au milieu de 20 autres films parfois, et je crois même me souvenir qu'il y a quelques années, tu disais « je ne veux plus rentrer là-dedans ». Et puis Village est sorti en salle. Donc malgré tout, tu continues à penser à la salle de cinéma. Ah oui, mais avec, par exemple, tous les derniers films
les 3-4 derniers films qui ont été sélectionnés à Cannes, c'est hors compétition. Parce qu'au moins, on veut être vu, on veut la vitrine, mais on ne veut pas aller la rage aux dents en disant c'est moi qui vais gagner sur l'autre. L'idée de la compète ne me plaît pas. Donc il y a quand même cette idée qu'on veut quand même être en vue, évidemment. Et on sait qu'il y a 18 films, 20 films chaque semaine. Et est-ce que c'est ça la panique avant de sortir, c'est est-ce qu'on arrivera à se faufiler? Est-ce qu'il y a 2 très beaux films qui vont emmener les quelques personnes qui vont au cinéma 1 fois par semaine, les 2 fois peut-être, quelquefois très peu. Et alors il y a quand même toute la suite qui est quand même la diffusion à la télévision, les DVD, ça se perd, mais quand même les DVD, on peut avoir chez soi le film, le regarder quand on veut, mais tout ça se perd. Alors il y a les réseaux. Tu vas pas me parler des réseaux et me dire que je suis trop vieille pour m'en occuper. Alors, je suis sûr que tu connais ça mieux que moi, parce que on voit d'abord le passage au numérique a été quelque chose d'important pour toi. Tu as ici un appareil photo, téléphone qui doit servir aussi à 1000 autres choses. Mais moi, je revenais sur... photographier à la salle. Je voulais revenir sur cette question des DVD, parce que les DVD de tes films et de ceux de Jacques Demy, que édite Ciné Tamaris, ne viennent jamais seuls. Il y a des films en plus. Il y a les fameux Boni, ces petits cadeaux que tu fais aux spectateurs de ce DVD. Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants? D'abord parce que je dis des Boni, parce qu'un bonus des Boni, c'est plus latin, c'est plus joli. Donc des Boni, ça veut dire plusieurs petits suppléments. Parce que si on achète un DVD, c'est pas pour voir le film tout cru. Et je pense que c'est intéressant. Par exemple, pour Cléo de 5 à 7, j'ai ramené Corinne Marchand, nous sommes repartis au Parc Montsouris. Et ce qu'elle a dit du film, pas combien d'années après, c'était intéressant. Pour Jacques de Nantes, il y a un garçon qui a raconté comment la vie sociale, la vie politique à Nantes a été parsemée de grèves importantes qui ont changé, et des choses qu'on raconte particulièrement aussi au moment des Allemands. Ou bien pour le bonheur, je suis repartie à Fontenay-aux-Roses et demandé aux habitants « Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur ?» Question un peu bateau, mais c'était intéressant de le faire dans les lieux où on avait tourné, où Jean-Claude Roux est revenu, ex-Thierry Lafronde, adoré des téléspectateurs, est devenu un acteur assez imposant, et il est venu dire des choses là. Donc c'est une façon de dire, je pas sans prétention, mais c'est comme la Pléiade, quand c'est une édition sérieuse, on ajoute des choses. Alors il y a des gens qui parlent, il y a des commentateurs qui disent des choses. C'est parce que si on l'a chez soi, même dans le coffret, j'ai fait pire. Dans le coffret de tous mes films, j'ai fait une pochette surprise. Et alors, une pochette qui s'ouvre, et dedans, il y a quoi? Il y a une petite toupie, il y a des petits morceaux de film, il y a des DVD de choses qu'on n'a pas montrées, ou des extraits de trucs que j'ai mis de côté. Il y a des images, il y a des toutes petites images, des affiches. C'est-à-dire qu'il y a même une carte postale cadeau. C'est un peu comme les bonus dans les paquets de lessive, à part que c'est un peu mieux, quoi. Merci Agnès, on arrive au terme de notre première heure de discussion, de causerie tous les deux. C'est donc à vous dans la salle de poser des questions. Un micro doit pouvoir circuler et si quelqu'un veut commencer à poser une question à Agnès... Est-ce qu'on peut rallumer la salle, s'il vous plaît? Est-ce que... Ça se passe en pleine lumière. Est-ce que c'est possible de remettre un peu de lumière dans la salle? Je ne sais pas, là, j'ai pas la main. Ah, voilà. C'était... Ah, c'est bien, ça. À l'image, c'est mieux avant, on ne les voit apparemment. pas, écoute. Moi, j'aurais voulu les voir, ceux qui parlent. Bon, déjà, je vois pas bien. Bon, ben, je vois pas bien, alors. Alors, faites-nous signe. Moi-même, je vous vois un peu. Du coup, je la vois plus. Pas de souci. Voilà, là. Bonjour. Tout d'abord, merci. Quel âge? Je suis par là. Pardon? T'as quel âge? J'ai 35 ans et je suis à votre gauche. Et je suis très content d'être là. Merci à France Culture d'organiser tout ça. Vous parliez tout à l'heure de votre frustration un petit peu. Vous sembliez exprimer une frustration quant à l'absence d'image dans un contexte comme ça, radiophonique.
Pourtant, j'ai l'impression que votre travail a consisté beaucoup à donner, à entendre des voix qu'on n'entendait pas. Et je me demandais, vous disiez aussi que vous avez toujours eu l'œil curieux et que c'est passionnant de montrer des choses. Est-ce que vous arrivez à situer dans votre enfance ou un moment particulier votre besoin de vous attacher à écouter des personnes qu'on n'entend pas justement? Est-ce qu'il y a un événement fondateur, c'est une sensibilité, un tempérament d'enfant qui vous a toujours poussé vers ceux qu'on n'entendait pas, ceux qu'on ne montrait pas, comme vous parlez tout à l'heure des squatteurs, des glaneurs, etc. Je ne pense pas que ça vienne de mon enfance. Quoique j'avais une maman très, très sympathique qui disait il faut penser aux autres, un peu comme ça, mais on était un peu calfeutrés. Mais je pense que la guerre, on a quand même reçu des bombes sur la tête en Belgique en 1940, et ensuite tout l'exode et toute la période de l'occupation, et du fait qu'il y avait tout un tas de gens déracinés, des gens... est-ce que ça m'a impressionné parce que j'ai beaucoup fréquenté des pêcheurs à ce moment-là, pendant l'occupation à Sète, et je ne sais pas si c'est ça. Je crois que c'est venu tout seul. Je n'ai pas de souvenir. Par exemple, je n'ai pas pris de notes. J'ai jamais écrit mon petit journal intime, comme certains enfants le font, ou des adultes. Moi, j'ai jamais pris de notes. C'est d'ailleurs comme ça, j'ai perdu beaucoup de souvenirs parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai fait un grand voyage en Chine. J'ai pas toujours marqué où c'était. J'ai des photos, mais je ne sais pas où c'est. Mais, par exemple, pour répondre à votre question, j'ai pas... Même la photo, j'ai jamais eu d'appareil amateur. Vous savez, j'ai jamais aimé les petites photos d'amateurs. En fait, j'ai jamais fait de photos. J'ai même pas eu d'appareil jusqu'à ce que je choisisse d'être photographe. C'est bizarre, c'est arrivé comme ça. La curiosité de l'œil, oui, toujours. Mais une réponse réelle à ça, je sais pas, ça s'est fait tout seul. Je sais que ça m'a fait rire parce que mon premier Rolleiflex m'a été offert par ma mère, mais elle me dit est-ce qu'on peut en trouver un d'occasion? Alors on a regardé et il y en avait à vendre au journal Détective. Alors on s'est retrouvés dans les bureaux de Détective, et Détective à ce moment-là n'avait pas toujours des photos de ce qui s'était passé de dramatique, et la couverture c'était un dessin. Il y avait quelqu'un qui avait sauté dans le métro. Je sais pas, vous ne pouvez pas vous dire de ça. Il y avait un grand dessin d'un accident, d'un train, d'un truc comme ça. Et après, il y avait des photos dedans. Et donc, ça te fait rire, parce que j'ai rien de détective et j'ai rien de sauter sur l'événement. Mais ça m'a fait un peu rire. Non, je pense que c'est... Par exemple, j'ai commencé à vraiment regarder mon voisin. Longtemps après avoir habité là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est intéressant ce qu'ils disent quand même, ce qu'ils ne disent pas, justement. Ça m'a fasciné de rentrer dans une boutique et que c'est tous les jours... Bonjour, comment ça va? Ah, il fait froid, il fait chaud. Il y a un petit coup de froid, là, ça a changé. Et il y avait, par exemple, chez le boucher, un truc, je ne sais pas si dans le film, mais il disait toujours, c'est le temps. Parce que c'était vrai. Alors, une dame rendait, j'ai un petit peu pris froid. Ah ben, c'est le temps. Alors, ça va. Ah ben, les petits, il y en a un qui est... Ah ben, c'est le temps. Et un jour, j'étais là, et il y a une dame qui est rentrée, il a dit, bonjour, Madame Assot. Comment il va, Monsieur Assot? Eh ben, il a eu un infarctus, et il a répondu, c'est le temps. Et ça m'a fait rire sans me faire rire, parce que c'est ce dialogue nécessaire et qui n'a pas de sens. Et ça, je me suis mis à observer ça. Les choses qui sont, justement, marginales et un peu nulles. Et c'est là qu'on entend des drôles de choses. De temps en temps, des gens qui tout d'un coup parlent d'où ils viennent. Et puis je me suis rendu compte que tous les gens qui étaient rue Daguerre arrivaient par la gare Montparnasse, par exemple. Et après, j'étais vers Gare du Nord. J'ai parlé aux boutiquiers. S'ils étaient venus de province, ils étaient arrivés par la gare du Nord. L'idée qu'ils restaient près de la gare qui les ramènerait chez eux. C'est des observations qui ne servent à rien, mais qui me font plaisir à remarquer. Donc, cette curiosité, elle est pour essayer de comprendre les petites choses de la vie, les gens de rien, comme on dit, parce qu'il y a un livre très beau qui s'appelait comme ça. Parce que c'est plus intéressant que les gens connus, que les gens dont on parle, que les vedettes. Même si Chabrol, par exemple, a fait des films formidables sur la bourgeoisie, j'ai jamais envie de tourner dans les milieux qu'a filmé Chabrol. Donc, j'ai pas du tout envie, ça m'intéresse pas. Donc, je me suis naturellement approchée de ces personnes moins certainement pas médiatisées et moins en lumière.
Et de les mettre en lumière me fait plaisir pour eux et pour moi aussi. Je me dis, voilà, on a parlé de ça. Je n'ai pas répondu parce que je ne peux pas vous dire dans mon enfance quelque chose qui serait, comment on dit, un élément fondateur. Vous avez quand même répondu. Merci. Alors, il y a une question ici, tout au fond. Allez-y, madame, mademoiselle. Bonjour, je suis au fond, ici. Vous êtes là-haut, mais je ne vous vois pas de toute façon. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Bon. Tout d'abord, merci pour votre intervention. J'aurais une question peut-être un peu naïve. J'ai l'impression que vous avez connu une période que moi, je n'ai pas connue. Où aujourd'hui, on a une surabondance d'images. Vous parliez aussi de la surabondance de l'information. En fait, je me demandais comment vous faites pour tout simplement continuer à créer, rester créative. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on se pose tous cette question de comment continuer à pouvoir créer des choses alors qu'on est tous assaillis par tout ce flot d'images et d'idées constantes. Vous avez envie de créer quoi, vous? C'est une bonne question. Mais vous avez envie de créer tout court? Oui, créer tout court ou juste avoir des idées. Vous parliez au début de la page blanche que vous n'aimez pas trop. Du coup, voilà, comment vous faites pour continuer à avoir des idées? D'abord, comment je fais pour continuer tout court? Ça, ce serait la bonne question. Mais j'ai de la chance, je pense, d'avoir une bonne santé, d'être entourée, de ne pas avoir peur. Je ne suis pas peureuse. Et la vie a effectivement énormément changé. Quand j'étais jeune, ceux qui avaient des appareils photo, c'était des rares. Ils aimaient la photo, ils se faisaient tirer leurs petites photos et tout ça. Et puis, sans parler des changements techniques qui ont fait qu'il y a eu de plus en plus d'appareils, on est arrivé à cette chose qui est le selfie, qui est un phénomène extraordinaire. Parce que ça veut dire que les gens, non seulement veulent prouver qu'ils ont été devant le Parthénon, ou avec leurs copains, tel jour, mais ça veut dire qu'ils assument complètement de collectionner des auto-images. Il n'y avait pas d'idée autrefois de se photographier devant une glace, ou enfin exceptionnellement. Moi, j'ai fait 3 autoportraits dans ma vie, mais à 20 ans, 40 ans, 80 ans, comme ça, pas souvent, quoi. Et je n'avais pas l'idée de faire des selfies de moi un peu partout. Et alors, c'est devenu une conscience qu'on peut soi-même faire des photos, on peut soi-même documenter qui on est, au milieu de cette avalanche d'images dont vous parlez, images des fois radoteuses, mais images partout, sans parler de la publicité. Vous avez quand même maintenant des journaux, vous pouvez les regarder que la page de gauche. Il faut regarder comme ça, parce que toutes les pages de droite sont des publicités. Alors, la publicité a envahi non seulement les pages des magazines et des télévisions, mais ça devient une surabondance d'images qui n'ont aucun sens, sinon d'essayer de vendre des sacs, des habits et tout ça. C'est-à-dire pousser les gens à se dire « je peux me le payer » ou « je ne peux pas me le payer ». C'est-à-dire que c'est très, très néfaste tout ça. Et ça coûte des fortunes. Souvent, je regarde, je crois qu'une page dans Le Monde, je ne sais pas exactement, mais on m'avait dit que c'est 80 000 €. Qu'est-ce qu'on peut faire, ce travail qu'on pourrait faire avec cet argent-là, alors que je m'en fiche des sacs ou des trucs qui sont montrés, des hommes très beaux qui tout d'un coup, ils ont une montre, et cette histoire des montres chères, tout ça, ça me dégoûte. Mais franchement, moi, j'ai jamais fait de publicité, hein. Pourtant, c'est bien payé quand on le fait. Mais moi, je ne veux pas vendre des produits. Donc, comment je fais pour continuer? Ben ça, je ne veux pas vendre des produits. J'achète rien de marque, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me plaît pas. Et j'essaye de penser que ça vaut la peine, si on n'est pas tout à fait mort, de continuer à découvrir des choses, regarder les gens, les aimer, les observer. J'aime bien le rire de celle-là, la maniaquerie de l'autre. J'observe beaucoup de petites choses, les gens qui se plaignent tout le temps, les vieux qui se plaignent tout le temps, c'est vraiment casse-pied. Mais ils se plaignent parce qu'ils ont envie de se plaindre. Mais on a envie de leur dire, faites autre chose, pensez autre chose. Et on ne peut pas guider les gens. Quand on me demande de donner des conseils, je ne peux absolument pas juste rester éveillé. Et quand vous vous dites, on ne sait pas par où créer, mais vous occupez pas de ce qui existe. Dites-vous que vous êtes unique, et c'est vrai. Votre petite tête à vous et votre grande tête et ce que vous avez appris. Je vois des gens qui ont fait bac plus 7 et ils sont désarçonnés, ils ne trouvent pas de travail d'abord, et en plus ça ne les amène pas à profiter de ce qu'ils ont appris. Alors,
bon, bac plus 7 ou pas de bac, vous avez quelque chose en vous qui fonctionne, eh ben, il faut, je sais pas, il faut aider les autres. Déjà, ça peut occuper. Il y a plein de gens, j'ai vu des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont partis dans des trucs de ONG. Humanitaire. Trucs humanitaires, qui ont passé 3 mois en Afrique. Ça, ils ont appris beaucoup. Bon, il y en a qui ont choisi ça. Moi, je serais d'ailleurs pour remettre le service civique, parce que je pense que si jeunes ont passé 6 mois, je sais pas où, à aider des gens, à parler aux agriculteurs, à parler des... je sais pas, à aider des trucs. Je pense que j'aurais aimé le faire. Parce que là, on connaît des gens différents. Moi, je me rappelle quand on a milité avec les femmes, quand, par exemple, il y avait cette affreuse période où les avortements étaient interdits et qu'il fallait aller en Hollande, il y avait des organisations. Moi, ça m'est arrivé d'accompagner des voyages de dames qui partaient avorter, juste pour leur soutenir le moral, parler d'autre chose. Je les ai emmenés faire un tour en bateau à Amsterdam. Je veux dire que ça faisait partie d'une idée qu'on peut toujours faire quelque chose pour comprendre les autres quand ils sont dans le pétrin, en espérant que quand on sera dans le pétrin, il y aura une voisine, un ami, une famille. Moi, j'ai de la chance, je suis entourée d'une famille et d'un groupe gentil avec moi, mais il y a tellement de gens seuls. Les gens de mon âge, il y en a vraiment qui sont seuls. Et si vous avez une grand-mère qui s'embête, allez la voir. Mademoiselle, ici. Ici, en vert. Ils sont mignons. Bonjour. Alors, j'ai 35 ans, voilà, Agnès. Et moi, je voudrais que tu nous racontes comment tu as eu l'idée de ce court-métrage hors norme, qui est celui de Salut les Cubains. Voilà. Ah, en fait, c'est Barker qui était allé à Cuba en 61 et qui était revenu exalté parce qu'au début des révolutions, il y a vraiment une énergie extraordinaire qui est diffuse partout et il a vu des trucs formidables. Donc il m'a dit, il faut que tu y ailles. Et comme j'étais photographe, il y avait l'Institut, l'ICAIC, l'Institut du cinéma cubain, qui connaissait mon travail, puisque je crois que je venais de faire Cléo de 5 à 7 qui avait été montré un peu partout dans le monde, car dans leur révolution, avec beaucoup de difficultés, ils ont toujours soutenu la culture et le cinéma. Donc il y avait un cinéma très actif. Donc je suis invitée à Cuba. Et je me dis, je voudrais ramener quelque chose, mais je ne suis pas capable d'emmener toute seule une caméra 16, du son, des bobines, parce qu'à l'époque c'était des bobines 16 et tout ça. Donc je vais faire des photographies pour qu'elles soient filmées. Je suis partie avec le projet, en me disant, je les refilmerai en rentrant, ce qu'on appelle en banc-titre. Mais j'avais le Leica, le même que Cartier-Bresson. Et c'est-à-dire que entre chaque photo, il fallait armer 2 fois, et non pas une. Donc ça faisait clic, 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 clic. Ce qui veut dire que quand je souhaitais faire une continuité, je savais qu'il y aurait un écart très grand entre chaque image. Ça n'existait pas, les rafales de maintenant, parce qu'une rafale, c'est un film, donc c'est pas drôle. Et là, j'ai essayé. Et donc, par rapport à la musique cubaine, le montage s'est fait évidemment. J'ai fait une piste optique de la musique pour que je puisse, au montage, calculer 6 images, 4 images, 18 images, pour que les prises de vue refilmées selon un certain rythme racontent ce que j'avais voulu rencontrer, c'est-à-dire la révolution agraire, les chanteurs comme Benny Moré, les peintres abstraits, les rencontres, les gens, enfin, les artistes et tout ça, et les autres. Donc, c'était prévu quand je suis allée là-bas. J'ai ramené, je ne sais pas, 4000 photos, j'ai dû en utiliser, je ne sais pas combien, 1500. Et j'ai préparé très précisément pour qu'on puisse filmer le banc-titre à la bonne longueur, pour pas qu'on colle 2 images plus 3 images. Donc, c'était un type, je l'ai rencontré l'autre jour, le type qui a fait le banc-titre. Je ne peux pas vous dire son nom, mais il avait fait ça très bien. Et j'avais la musique que j'avais évidemment choisie dans les rythmes. Je m'étais intéressée aux origines de la musique, qui est africaine, française, haïtienne, et les gens, les religions particulières. Et j'ai trouvé un grand plaisir à être là-bas à ce moment-là, parce qu'il y avait un enthousiasme formidable, malgré les privations terribles. Il y avait vraiment, par exemple, je le raconte,
je ne sais même pas si je le raconte dans le film, parce que je n'ai pas les éléments. Mais par exemple, on avait dit aux gamins, les adolescents, on les envoyait 3 mois dans les campagnes, dans les montagnes, pour apprendre à lire aux vieux. Apprendre à lire. Et j'ai vu des adolescents tellement fiers d'avoir été faire quelque chose devant ces vieux et moins vieux qui ne savaient pas lire. C'était très beau de voir qu'on peut mobiliser l'énergie des adolescents ou des vieux. C'est intéressant et j'ai été très emballée. Bon, après, j'ai été présentée Jacques Audenc, je ne sais pas combien, 20 ans après. Bon, ben voilà, j'ai plus envie d'y aller, pour dire la vérité. Mais les choses évoluent, on le sait comment c'est. J'ai été aussi en Chine en 1956. Ça venait de commencer, cette révolution. C'était passionnant à voir. Bon, ben, j'y suis retournée depuis, c'est pas passionnant. La Chine, c'est toujours intéressant, mais ce que j'ai aimé voir, c'était ce frémissement d'enthousiasme au début des révolutions. Donc, je crois que le petit film que vous avez vu, qui s'appelle « Salut les Cubains », d'ailleurs, l'année dernière, Pompidou avait, dans une petite salle, exposé les photos originales tirées par moi en 18-24, là. Et au fond, le film qui en avait résulté. Autre question ici, côté gauche pour nous. Là. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Gloria. Vous êtes là? Non, je suis côté plus pauvre. Parce que la voix est très proche. Vous avez déjà un micro? Oui, oui. Pardon? Bonjour. Bonjour. Et ben, je voulais vous dire aussi merci. Merci pour votre œuvre, pour être là, pour nous permettre de vous rencontrer. Et un peu plus près du micro, hein. Je voulais vous dire que j'ai découvert ce matin que je suis glaneuse, en fait. Et je jardine dans une école et je récupère des invendus et on les utilise pour faire du compost. Et on récupère beaucoup de patates. Et en fait, je voudrais peut-être vous faire une petite invitation de manière très humble, parce qu'on a un petit projet qui s'appelle le jardin de la patate. Et en fait, les enfants parlent souvent des Madame Patate. Et je viens de découvrir aujourd'hui aussi que vous êtes une Madame Patate. Donc, c'est assez beau, je trouve ça très émouvant. Et mes découvertes de ce matin, c'est voilà, je glane des patates et on les plante. Et en fait, on me demande souvent à l'école pourquoi il y a autant de patates. Parce qu'on les plante, on les met dans la terre pour nourrir la terre. Et les patates, elles poussent tout le temps. Donc, voilà, c'est une humble invitation. Je n'ai pas compris, vous avez un jardin où vous plantez des patates? Dans une école. Mais il y a un terrain? Un petit terrain, tout petit. Et donc, j'ai un petit projet qui est jardiné dans toutes les écoles possibles, en plantant tout ce qu'on peut récupérer. Mais la récolte des patates, c'est en septembre. Ah, mais je vous dis, là, elles poussent tout le temps. Tout le temps, il y a des petites patates dans des pots. Je pourrais m'appeler Madame Pot de patates. Parce que, comme il y en a vraiment beaucoup, et vous avez raison, c'est énorme la quantité des aliments qui se perdent tous les jours. Et en fait, voilà, on les plante et les enfants sont très heureux de voir pousser des choses, entre autres des patates. Oui, c'est bien, c'est si à l'occasion, il vous reste un petit peu de temps, voilà, je voudrais Mais c'est où, votre école patate? Dans les 18e. C'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a intéressé en allant ramasser ces patates abandonnées, qu'il faut ramasser très vite parce qu'ils sont un peu dégoûtants, ils les jettent n'importe où, et en plein air, elles sont abîmées 8 jours après. Donc, ce qui m'avait intéressé, c'est que c'est pas sympathique. Ils ne disent pas aux gens d'un village, vous savez, on jette 2 tonnes de patates là, dans ce champ-là, venez. Ils ne le disent pas. Donc, si les gens ne le remarquent pas, les patates se pourrissent et rentrent dans la terre. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était que ces patates en forme de cœur, c'était celle-là que j'aimais. Et c'est celle-là que, maintenant encore, on jette dans ma boîte aux lettres. Il y a encore des gens, gentiment, qui me jettent des patates en forme de cœur anonymes dans ma boîte qui est très large. Ou bien qui m'envoient justement des déclinaisons sur les glaneuses, sur les patates. Et c'est parce que les patates en forme de cœur m'intéressent, parce que c'est le légume le plus modeste, et puis c'est une forme
qui est lié à l'affectif. Et alors, je les ai gardées. Et elles ont vieilli. Et alors, ce qui m'a amusé beaucoup, c'est que sur des verres ou à la cave dans des boîtes, j'ai fait une sorte de culture du vieillissement des patates dans des situations différentes, à la lumière, à l'ombre, etc. Et elles se sont mises ou à germer, regermer, ou à faire des radicelles. C'est ce que j'ai filmé dans cette installation Patate Utopia que tu as citée. Et évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de dire que quand elles sont plus mangeables, quand elles sont plus utiles, eh bien, elles ont encore de la vie qui sort. Je faisais un parallèle avec moi-même. Je me disais, je ne suis plus tellement utile, je ne suis plus tellement... Enfin, je ne vais pas aller plus loin. Et j'ai quand même en voie de la vie qui sort, des germes, des radicelles. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que cette vie continue. Elle existe en nous, même quand on est fatigué, même quand on est malade. Et cette chose-là, cette énergie vitale, j'étais une amie italienne qui disait l'énergie vitale, et ça existe, et on doit écouter ça. Ça reprend cette jeune fille qui disait que faire. Mais il y a ça en vous. Il y a ça en vous si vous êtes un peu calme et que vous l'écoutez. Il y a en vous quelque chose qui veut partager, qui veut faire, qui veut raconter. Il y a beaucoup de gens qui, heureusement pour eux et pour nous, écrivent des journaux, racontent des périodes qu'on ne connaît pas bien ou des choses de leur famille qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on peut toujours exister en témoignant, et pas forcément des jours anciens, en témoignant de comment vous vivez ce qui se passe, comment vous... Alors, heureusement, il y a tous les Facebook, les gens s'expriment, Instagram, des petits trucs, des tweets. Il y a des gens quand même qui, avec cette nouvelle génération des réseaux, s'expriment. Vous pouvez le faire. Moi, je n'ai pas envie de faire ça parce que je fais des films, je fais des installations. Je n'ai pas envie d'aller raconter ma vie là, mais ça existe. Moi, j'ouvre beaucoup d'Instagram, je regarde quelles images les gens choisissent de montrer. Et des fois, il y a des surprises. Je me dis, j'aurais pas cru que celui-là aurait montré ça. Il y en a un qui montre tout le temps des plantes. Je me dis, peut-être il est jardinier. Bon. Et donc, c'est amusant de se dire que les autres ont quelque chose à nous raconter et nous, on a quelque chose à raconter. Alors, créer, c'est pas seulement raconter, c'est trouver des formes, c'est avoir envie de forme, c'est avoir envie de représentation. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont comédiens parce qu'ils ont une vie à exprimer en gestes et avec des textes des autres. Donc, il y a des gens quand même qui chantent, il y a des gens qui vont dans des chorales, il y a des gens qui vivent quelque chose qui leur fait du bien. Donc, moi, ça a été un moment, la patate, et c'est vrai que j'ai un beau costume de patate, ça c'est sûr, parce que une artiste me l'a fait en résine, c'est vraiment dire vraiment une patate. J'ai juste les mains qui sortent et les pieds et la tête. Et quand je suis pas là, on met le costume de patate et une photo de ma tête. Ça avait été exposé comme ça à Sète ou ailleurs. Et on sait que j'aime les patates, voilà. Merci beaucoup, Agnès. Merci, ça y est, on a terminé. Je voulais dire merci aussi à l'équipe de Ciné Tamaris, à Rosalie Varda, à Cécilia Rose et puis à Mathieu Maroudin qui nous a beaucoup aidé pour cette causerie. Merci d'avoir voulu me faire causer, d'avoir fait rebondir mes mots et merci à l'oiseau. Et quand on arrête de le caresser, eh bien, il s'arrête. Ça, c'est une bonne leçon à savoir. Merci à vous.